Je sais pas qui est-ce qui a entendu parler ou pas de Docker, tout ce qui est containerisation, conteneur en général. Un peu de nom et bah, l'idée c'est justement d'aller plus creux là-dedans. Je m'excuse par avance parce que j'ai piqué plein de trucs à droite à gauche. Il y a tellement de sites qui reviennent à chaque fois plutôt que les refaire from scratch. Et il y a aussi du contenu exclusif. Ce qu'on va faire vite fait, c'est revoir quel est le challenge. Alors quand on parle d'application, de distribution d'application, c'est au sens très large. C'est bon, c'est pas les applications mobiles, d'accord, mais c'est pas que serveur web aussi, c'est un traitement qui tourne sur un environnement. On va résumer ça comme ça. Et donc il y a pas mal d'environnements différents et c'est là que viennent les challenges. Les solutions qui étaient existantes, à quoi ça répondait, quelles en étaient leurs limitations, qu'apportent les nouveaux venus, donc les conteneurs qui sont pas si nouveaux que ça, et Docker en particulier qui a quand même eu un gros momentum depuis les 18 derniers mois. Ensuite, on va faire une petite digression technique, voir un peu plus en détail comment ça marche, pourquoi en fait c'est autant de succès, pourquoi ça répond à beaucoup de problèmes. Faire un tour de qu'est-ce qu'il y a autour de ça, est-ce que c'est juste un joli buzz, un feu de paille et puis ça va s'estomper, ou est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment plus fondamental derrière et comment on peut essayer de le deviner. Et ensuite voir un peu plus dans le détail comment nous on va builder des images, enfin, créer nos propres conteneurs en fait, quelles sont les méthodes pour le faire, comment ça marche, comment on les fait communiquer, enfin comment on parle avec, comment on les utilise. Et puis après, ce sera surtout de la démo, enfin, le faire en vrai, parce que des slides, c'est beau, mais c'est quand même plus intéressant de voir la preuve par l'exemple. Et donc, le challenge actuellement, les apps, alors, généralement, ça va être des serveurs web, et pas exclusivement. Autant, quand vous en faisiez il y a quelques années, c'est quand même assez simple. Ça se mettait pas à jour très souvent. On contrôlait complètement la stack. On avait notre serveur, notre base de données. On savait exactement où ça tournait. Et c'est quand même assez isolé, contrôlé. Aujourd'hui, alors on est agile, on est beaucoup plus itératif, c'est cool. Beaucoup plus de composants qui sont découplés, de composants third party sur lesquels on n'a aucun contrôle, qui sont mis à jour aussi fréquemment, pas forcément au même rythme que nous. Et on a beaucoup plus d'environnements différents, déjà parce qu'il y a plus de composants, et entre nos machines, des serveurs de test, le cloud où ça va aller, plus tel système de QA qui va encore avoir notre système. Disons la situation a un peu changé, donc il y a des problèmes qui sont apparus. Je suppose que tout le monde a entendu et dit que ça marche, mais sur la machine. La réponse habituelle, c'est que c'est pas notre machine qui va en prod. Enfin, on peut essayer, mais à part pour le site QoS World, en général, ça sera pas assez puissant. Donc, un résumé du challenge actuel. Mis plusieurs images. Alors là, c'est un exemple aléatoire, random, mais on peut prendre un peu de n'importe quel cas actuel. On aura plein de systèmes différents, du Python 2, 3, PHP, .NET, Java, peu importe, qui vont tourner avec des bases de données différentes, du MySQL, du Redis. Si on prend des exemples réels comme Gomat ou Cursor actuellement, on a des mélanges Java, .NET, PHP, juste dans le flow de notification, avec tout ce qui va derrière dans les stacks différentes. Et donc on a déjà tous ces environnements là à contrôler. En plus, il faut le faire tourner sur notre environnement local pour bosser, pour tester, en dev, en régression continue, sur des environnements de performance, pour le QA, en prod. Donc on arrive à grosso modo une grille comme ça, où si on veut que ça marche partout pour tout le monde, il faut réussir à avoir une petite coche verte dans toutes les cases. Donc ça fait quand même pas mal de... Donc si on veut le résumer, c'est grosso modo chaque composant, donc les lignes c'est les composants, chaque composant doit marcher sur chaque environnement. Et réciproquement, chaque environnement doit être capable de supporter chaque composant. Et donc si ça marche sur votre machine, vous avez juste votre machine, une colonne qui marche. Si vous avez un composant qui marche partout, mais dont les dépendances tierces sont pas disponibles, pareil, vous ne pourrez pas tester en entier votre système, vous assurer que ça marche. Et donc vous testez juste en prod, avec des MEP qui durent quelques heures, avec des rollbacks. C'est quoi, ça veut dire quoi une petite forme alors? C'est juste pour dire qu'il y a plusieurs petits composants derrière. C'est pas juste. C'est pas. L'idée, c'est que c'est pas juste un service, c'est que c'est une tâche, on va dire. Tu sais, genre AnalyticsDB, c'est pas forcément juste une base de données, ça peut être aussi, il y aura peut-être son API en plus. C'est un composant logiciel, ça peut être une lib tierce, genre Pluck, qui aura une API, un serveur, un SDK, tout ce genre de choses. Si tu prends Analytics d'Adobe, tu auras leur serveur, mais tu auras aussi le SDK qui va avec.
Donc c'est deux composants ensemble qu'il faut qu'ils marchent dans les deux cas, mais c'est pas pour ça que c'est juste un composant logiciel. C'est un peu Donc c'est plus regroupé par tâche que par service, mais l'idée c'est que tout ce que tu as, tu vas faire marcher partout. Pour résumer grossièrement. Les solutions actuelles pour ce genre de choses, pour contrôler nos configurations, il y a quand même pas mal d'outils. Celui dont on entend le plus souvent parler en général, c'est Chef, mais il y a quand même pas mal d'autres. Donc c'est pas mal pour automatiser nos configurations de dépendances, pour être sûr qu'on ait telle version de telle lib, et ainsi de suite. Donc c'est déjà pas mal, ça apporte quand même une bonne aide. L'inconvénient c'est qu'on va pas forcément l'utiliser partout. Au plus les configurations sont complexes, au moins on va essayer sur nos environnements de dev par exemple. Et en plus, ça n'empêche pas que vos dépendances, genre les libres que vous installez, restent partagées. Donc si sur le même environnement, vous avez, je dis n'importe quoi, quelque chose qui utilise vous êtes en PHP 5.3 et vous avez besoin d'une lib qui est basée qui utilise les fonctions de PHP 5.5 ou Python 2.7, Python 3 ou n'importe quoi, telle version. Votre outil de configuration va bien installer la version que vous voulez, mais c'est pas pour ça que la dépendance que vous avez sur le même système n'aura pas un conflit de dépendance. Donc ça c'est déjà une des limites de ce genre de système. C'est bien parce que ça permet de le versionner, de le suivre, d'automatiser son déploiement, son installation. Par contre ça ne résout pas tous les soucis. Si on veut justement avoir quelque chose qui est beaucoup plus isolé, il y a toutes les VM avec l'automatisation qui arrive avec Vagrant, donc c'est bien aussi. L'inconvénient c'est c'est très bien pour le dev ou pour le QA, par contre on va pas mettre une machine avec Vagrant en prod. Donc ça permet au moins déjà de partager facilement des configurations un peu partout, mais on ne peut pas supporter là tous les environnements. Et après, donc il y a tous les systèmes de conteneurs, on verra un peu après la différence entre conteneurs et VM, qui sont arrivés, donc qui ont vraiment le vent en poupe là, depuis on va dire une bonne année. Mais c'est pas nouveau, en fait ça a le vent en poupe parce que ça arrive de plus en plus, soit open source, soit à petit budget, mais c'est un peu ce que Google fait depuis plus de 10 ans. Donc sauf qu'avant il fallait avoir un budget quasi limité à la Google avec une armée d'ingénieurs à la Google pour se le permettre. Et en fait c'est pour ça qu'on verra que c'est une des raisons qui fait que Docker a autant de succès. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient une petite entreprise avant comme Heroku, enfin une entreprise plus petite que Google, donc c'est un peu l'équivalent d'Heroku et compagnie, a essayé de résoudre le problème. Ils se sont rendus compte qu'ils ne réussiraient pas à le résoudre entier s'ils restaient juste en milieu fermé. C'est pour ça qu'ils ont carrément réécrit tout leur code, rendu ça open source. Et en fait, on verra que c'est ce qui a fait le succès de la chose. Beaucoup de monde avait les mêmes problématiques à contribuer à la chose. Et donc Google avait cet outil-là qu'ils ont en partie open sourcé il y a quelques mois, ça fait moins de 2 ans je crois. Donc LMCtify, c'est Let Me Contain That For You. Donc c'est grosso modo comme packager conteneur, mais ça reste très bien pour tourner ça sur des infrastructures Google. Donc ça répond à une problématique de bien contrôler les dépendances. Par contre, on ne peut pas le faire tourner partout non plus, enfin pas aussi facilement. Donc ça, c'est un peu la situation actuelle. Et en fait, si on regarde le même problème de, tiens, on a plein de choses qu'on crée, qu'on veut faire circuler partout, c'est exactement, l'analogie qui ressort souvent et qui est assez parlante, c'est celle du transport. Vous fabriquez des montres, du café, de la boisson, n'importe quoi. Le fabricant a son bien. Lui, ce qui intéressait, c'était son bien en lui-même et de l'amener d'un point A à un point B. Le transporteur, et lui, devait réussir à packager ça d'une certaine façon pour que ce soit transportable, quel que soit le moyen de transport. Et de l'autre côté, les transporteurs, eux, leur job, c'était de réussir à essayer de supporter le mieux possible tous les différents types de contenus, avec que ce soit des barils, des sacs, n'importe quoi. Et donc c'était un beau casse-tête. Il y avait plein de Docker, c'est un peu de là que vient le nom. Ils ont repris cette analogie partout, plein de Docker, donc le but c'était juste de charrier des marchandises. C'était pas forcément la solution la plus efficace, ce qui a quand même bien. Donc on retrouve exactement la même contrainte. Il fallait pouvoir transporter chaque type de marchandise sur chaque média et chaque type sur chaque transport. Et chaque transport devait pouvoir essayer de transporter chaque type de marchandise, peu importe ce que c'était. Et donc la solution à laquelle ils sont arrivés, c'est un conteneur transmodal. Alors c'est simpliste parce que les conteneurs, il existe plusieurs types, mais à chaque fois c'est un peu le même principe. Là où c'est intéressant l'analogie, c'est que on sépare vraiment les concerns. Donc si vous avez fait un peu de PO, je pense qu'ici il y a pas mal de monde qui en a fait, la séparation des concerns, c'est quelque chose qui est assez familier. L'idée c'est qu'en tant que fournisseur de contenu, ce qui vous intéresse, c'est de remplir ce conteneur. La façon dont il va être géré après, déplacé, tant que l'intérieur n'est pas altéré, c'est pas votre problème. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de bien le remplir, d'assurer que ce qui est dedans, c'est restauré en bon état. Et donc le fabricant de boissons, de montres, de café, lui ce qui l'intéresse c'est comment il remplit son conteneur et comment il l'étiquette
et on ship ça, puis après, est-ce que ça passe par bateau, par train, c'est plus son problème. Et à l'inverse, pour les transporteurs, c'est beaucoup plus simple. Bah, ils avaient juste à gérer un type de package. Et donc ça permettait d'uniformiser normalement tout le transport. On a vu que ça a plutôt bien marché comme modèle. Et donc l'idée, c'était de l'appliquer au software. Et donc c'est là, de là que vient le principe des conteneurs. Et donc c'est vraiment de définir une payload la plus atomique possible qui permet d'isoler le contenu, mais au sens très large, donc avec les libs, ainsi de suite, un peu comme une VM, mais version beaucoup plus légère qu'une VM. Là, on ne déplace pas une maison complète, on déplace juste les cartons de la maison. Et proposer une façon unifiée de faire tourner ces conteneurs, les exécuter de la même façon, quel que soit l'environnement. Donc jusque-là, c'est assez abstrait. On va rentrer un peu plus creux après. Et donc à partir du moment où il y a une façon que le conteneur peut contenir n'importe quel type de données, bah, vous résolvez toutes vos lignes. Et à partir du moment où vous savez rouler ce conteneur, quel qu'il soit, sur n'importe quel environnement, bah, vous résolvez toutes vos colonnes. Et puis bah, c'est beaucoup plus facile de supporter. Si vous rajoutez un type d'environnement, dès que ça roule un conteneur, bah, peu importe ce qu'il y aura dedans, vous résolvez votre souci. Alors là, donc, en tant que développeur, c'est pas mal parce que pour une fois, on a quelque chose qu'on peut effectivement faire tourner à peu près partout. Donc la ce qui est relativement importante quand on dit à peu près partout, c'est pour ça que c'est quand même très orienté service pour l'instant, service web, c'est que le partout c'est un kernel Linux, c'est 3.2+. Donc on va pas le faire tourner sur Windows pour l'instant, et ainsi de suite. On verra après pourquoi ça demande un kernel Linux. Par contre, on est totalement indépendant de la distribution. Là, que ce soit un BusyBox, un CoreOS, un Fedora, un Ubuntu, Debian, tant que le kernel a cette version minimale, ça marche. Et c'est aussi ce qui fait que Docker a eu autant de succès, c'est que les autres n'étaient pas forcément aussi génériques. Et donc là, bah, à partir du moment où les conteneurs sont très isolés, si vous avez sur le même serveur un service qui va utiliser Python 3, l'autre qui va utiliser Python 2.7, ou des versions de PHP différentes, ou des versions de MySQL différentes, ou n'importe quoi de différent, bah, tant que chaque conteneur a sa version, sa dépendance, bah, il est tranquille, il s'en fout de savoir s'il y a un autre service à côté qui a une dépendance la même dans une même version ou une autre, c'est pas son problème. Lui, il a la garantie qu'il y aura ces bonnes dépendances qui seront là s'il les a bien packagées. Et s'il y a un souci, c'est que c'est lui, quand il a créé son conteneur, qui a manipulé ces choses. Et dans ce cas, l'erreur se produira de la même façon sur environnement local qu'en prod. Et tous les intermédiaires. Donc c'est un peu l'idée. Et de l'autre côté, pour les sysadmins, le gros intérêt, c'est que on n'est pas nécessairement obligé de savoir comment bien optimiser un PHP pour que ça tourne bien. Ça, c'est celui qui met sa configuration PHP dans le conteneur qui est responsable. Il n'est pas responsable, lui, il va juste s'occuper du monitoring, vérifier les accès sécurisés, ce qui rentre, ce qui sort. Mais ce qui tourne dans les conteneurs, c'est plus son souci. Lui, ce qui intéresse, c'est juste avoir la base et que ça tourne. Donc là, c'est un peu simplifié, mais c'est vraiment l'idée. On a un socle commun. Et en plus, on verra que l'approche qui est utilisée pour transférer les conteneurs optimise les poids. Mais vraiment, on verra plus en détail après comment on fait pour pouvoir transmettre à chaque fois des VM complètes, par exemple. Si bien que les déploiements sont aussi beaucoup plus légers, c'est beaucoup plus facile de dispatcher des environnements complets. L'horreur. On va passer un peu vite parce qu'il y a beaucoup de contenu. Sous le capot, pourquoi c'est un kernel Linux qui est requis? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui s'est beaucoup amusé avec du Linux. Je suis pas sûr parce que c'est pas forcément quelque chose de passionnant. Dans l'idée, il y a des namespaces qui sont proposés qui en fait permettent d'isoler vraiment les ressources au sens large. Donc ça peut être isoler les processus. Il y aura un processus qui va être lancé dans un namespace, n'aura pas connaissance et pas accès, il sera totalement isolé des processus lancés dans un autre namespace. Pardon. Ça sera pareil pour les IP tables, donc vous pourrez avoir un réseau privé virtuel à l'intérieur de la même machine qui n'aura pas connaissance des autres sous-réseaux qui pourront avoir à côté. Il n'y a aucune idée de ce qu'il y a. Pareil pour le hostname. Sur la même machine, on pourra avoir deux stacks réseau qui, d'un côté, on va penser qu'on a un host, de l'autre côté, ce sera un autre host. Pareil pour tout ce qui est volume monté. Ça va être très pratique pour échanger de la donnée et isoler de la donnée. Un volume monté dans un namespace sera invisible, inaccessible pour un volume monté dans un namespace. Donc ça fait que vous n'allez pas écraser par inadvertance des fichiers d'un autre conteneur. Vous ne pouvez pas le lire par inadvertance ou parce que vous êtes un petit malin, les fichiers d'un autre namespace, donc d'un autre conteneur. Et tout ce qui est communication interprocess aussi. Donc ça c'est bien, mais c'est un peu roots. Il faut aimer mettre les mains dedans, et puis surtout c'est pas facile à répliquer, à déployer.
il y a une couche au-dessus, les configuration groups, qui permet justement de regrouper une configuration de namespace pour avoir un groupe complet. Les Linux containers, les LXC, c'est sur la base sur quoi c'est construit Docker. Ils supportent d'autres types de conteneurs, mais la plupart du temps, c'est ceux qu'on va utiliser. Qui en fait, c'est une norme assez récente, je peux ouvrir, c'est date de février 2014, je crois. Juste, on va aller ouvrir. Je sais pas où est-ce qu'il va m'ouvrir. La spec, je grossir un peu. C'est une spec très récente, ça date de février 2014. Sachant que les conteneurs existent depuis plus longtemps que ça. Donc ils sont rattachés dessus pour le supporter, mais on voit qu'ils n'ont pas attendu. Et dans l'idée, ce qu'on va voir juste après, c'est que le gros intérêt des conteneurs, ils n'ont pas récupéré juste la façon de rouler un conteneur, mais comment l'authentifier, le sécuriser, le déployer, le versionner, et comment les faire communiquer. Parce que là, on parle d'un conteneur. En général, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir plusieurs composants qui parlent entre eux. On vient de notre matrice de début. Donc la différence, parce que jusque-là c'est encore assez abstrait, la différence avec une VM, c'est que quand vous avez votre host, la VM à chaque fois vous allez remettre un OS complet dessus, ce qui est pratique, mais ce qui est un peu lourd. Et donc si vous voulez lancer une deuxième fois le même service, vous relancez une deuxième fois le même host, enfin le même OS complet. Par-dessus, si vous avez exactement la même dépendance, vous rechargez comme une deuxième fois tous ces exécutables, ces dépendances, et vous rechargez votre app. L'idée des conteneurs, c'est d'utiliser namespace pour isoler le plus possible les ressources, mais les partager quand il y a besoin. Donc l'idée, c'est qu'une copie d'une app, si elle utilise les mêmes dépendances, à partir du moment ça va être les mêmes qui sont versionnés de la même façon, il verra, tiens, tu as bien accès déjà à ces ressources-là. Et donc le but, c'est vraiment de limiter l'overhead. De toute façon, on verra dans la démo, lancer un conteneur par rapport à lancer une VM. Je suppose que tout le monde a à peu près déjà lancé une VM ici. C'est plus que quelques millisecondes, on va dire. En général, on a le temps de boire une gorgée de café tranquillement. On verra que tout cet OS qu'on n'a pas besoin de lancer, on le gagne tout de suite parce que notre conteneur est vraiment super léger. Et en plus, on peut facilement rentrer dans les namespaces de l'un ou de l'autre, les faire communiquer. Alors faire communiquer deux VM, c'est faire communiquer deux machines distantes, ni plus ni moins. C'est un peu long et fastidieux, coûteux. Là où ça devient intéressant, c'est justement quand vous avez une app, vous mettez à jour votre app, vous en lancez une copie. Niveau VM, c'est vous lancez 3 fois votre VM complète, 3 fois votre OS complet, et à chaque fois toutes vos copies. L'approche qui est utilisée pour les conteneurs, c'est que vous avez votre app avec ses dépendances, pas besoin de l'OS, donc déjà on gagne ça. Quand on va modifier l'app, on va garder que les modifications de l'app. Quand on va modifier les librairies, parce que mise à jour de sécurité, patch, peu importe, ou ajout de dépendances, on va garder que ces différentiels-là. Et si on doit relancer une nouvelle app, on va relancer que l'app, les dépenses. Vu que c'est les mêmes, comme si c'est la même version, ça n'a pas besoin d'être redupliqué, rechargé en mémoire une deuxième fois, c'est juste un accès au namespace. Donc, encore une fois, on gagne en mémoire, on gagne en performance. Et juste, là on a utilisé des mots-clés, un peu des buzzwords, vu qu'on va rentrer un peu de creux dedans, juste vérifier du glossaire. Je suppose que beaucoup plus de monde a les concepts de classe et d'instance ici. L'idée c'est qu'on parle de conteneur tout le temps, le conteneur c'est grosso modo une instance. C'est quelque chose qui tourne, et si vous l'arrêtez, vous avez perdu ce qu'il y avait dedans. C'est vraiment une instance qui a été créée à partir d'une classe. Sauf que la classe, dans ce cas, eux ils appellent ça une image. Et comment on build ces images, ou comment on compile la classe en PO, en fait la classe va compiler à partir de code source. Là c'est la même chose, il y a un Dockerfile, donc c'est un fichier de build, plus ou moins, qui est appelé comme ça par nomenclature, qui sert à builder une image, donc image binaire. Par contre l'image en tant que telle tourne jamais, elle sert juste à instancier des conteneurs. Donc c'est vraiment des instances. Vous en instanciez deux, c'est la même image qui sert de référence, il va instancier deux fois que les couches qui en plus, ce qu'on voyait juste avant. Donc il va instancier juste deux fois l'app, et pas du tout toutes les dépenses en dessous, tout le reste, tout ce que vous avez pu installer par en dessous. Donc ça permet de faire la différence entre l'image et le conteneur. L'image c'est vraiment la classe, et le conteneur c'est l'instance, c'est quelque chose de fugace, d'éphémère. Donc dans le flow, et c'est en même temps une des forces de Docker, mais c'est un peu là où il y a du débat, c'est que c'est plus que justement un simple conteneur, parce que pour ça maintenant il y a par exemple les conteneurs Linux qui le font aussi. Ça devient de plus en plus une plateforme pour gérer ça, y compris la sécurité, le versionning, le transfert. Et après, au-delà de ça, même le clustering qui commence, il y a pas mal de choses qui arrivent. Donc dans l'idée, si on part à gauche, vous avez votre fichier de build, idéalement dans un repo. L'idée c'est vraiment de tout versionner, tout structurer, pouvoir tout le temps tout reproduire de la même façon.
vous le buildez donc juste depuis n'importe quel host qui a le démon Docker qui tourne. Donc il va builder une image. Cette image permet d'instancier un conteneur. En fait, quand il va le builder, si on a le temps, on fera un build, il va instancier, pour chaque opération, il va instancier un conteneur et le comité. Deuxième opération du fichier de build, il va instancier l'image qui a été mise à jour via le commit. Et donc si on le fait, si on voulait vraiment aller dans le détail, il ferait plein de petits conteneurs, le temps de faire son opération et des comités, et il va garder que l'état final. Enfin, il va archiver que l'état final, par contre, il va garder tous les états intermédiaires en tant que cache. C'est pour ça que les builds aussi peuvent être très rapides. C'est que quand vous allez refaire un build, tout ce qui est caché, il va pas les rebuilder. Il va juste vérifier, tiens, mon cache n'est pas invalidé, je passe tout de suite à l'étape suivante. Donc si vous faites bien vos fichiers de build, vos builds prennent 2 secondes, 3 secondes. Prenez un background pour remonter toute une VM, c'est en général plus que 2 ou 3 secondes. Je sais pas, tout dépend de la machine et du. Donc l'idée c'est qu'à partir de ce build, on arrive à une image, donc une grosse représentation binaire avec son historique et son versionning. On va la pousser vers un repository, un registry, pardon, qui est exactement comme un repo, mais un repo de binaire. Donc il y en a une qui est fournie de base par Docker, qui est là, qui est open source. Si vous voulez la hoster vous-même sur un réseau privé, vous pouvez. Et après, il y a même d'autres registries qui commencent à émerger. Donc là, on fait un peu ce qu'on veut. On peut même faire des exports tarball complets de nos images pour les diffuser comme on veut et les rapporter ailleurs. C'est un peu libre à nous. Mais l'idée, c'est que la registrie est là, elle marche bien. Donc pour l'instant, on commence avec ça. Vous pushez exactement comme vous pushez un commit. Puis donc, il est disponible là-dedans, dans ce registry. Et donc, l'environnement que vous allez avoir envie de faire tourner votre image, vous allez juste pouler l'image. Et donc là, pareil, comme il y a tout l'historique des commits qui ont été faits, il va regarder, tiens, de quoi j'ai besoin. Il va fetcher tous les commits dont il a besoin pour reconstruire l'image. Donc ça fait que si vous avez une mise à jour d'un fichier de config, en fait, il va pas reprendre toutes les lignes, tous les binaires, il va reprendre que le diff qui arrive après. Sauf si ce diff a été fait très tôt dans la chaîne de build et qu'il a invalidé tout le reste. Et ça fait que repouler une image, c'est pas pour une VM complète de 600 MB, ça va être 1 méga, 2 mégas. C'est d'où l'intérêt c'est quand même beaucoup plus facile à déployer. Et puis là après vous faites tourner vos conteneurs à partir de vos images comme vous voulez. Donc ça j'en ai déjà parlé en vitesse. Un conteneur de base, quand on va le modifier, donc ce qu'on voit, on part de là à gauche, vous allez le modifier. Donc vous allez commencer par faire une modif de votre app, une modif de code source par exemple. On va stocker que le diff. Donc ma souris là. Les pointillés, c'est pour dire ça c'est un commit, c'est un conteneur intermédiaire qu'on commit dans une nouvelle image. Ce qu'on stocke, ce niveau-là, ce cache-là, c'est vraiment que un commit avec ces différentiels-là, on ne fait pas l'image complète. On met à jour une lib parce que, admettons, PNSSL, il y a une faille de sécurité découverte, il paraît que ça peut arriver. La mise à jour, c'est pareil que le diff qui arrive. Donc, chaque opération, chaque mise à jour qu'on fait, c'est un layer en plus qui est ajouté. Et donc on arrive à une image finale qui correspond à cet état-là, qu'on push vers notre registry. Et donc c'est ce que je disais juste avant, qu'on va vouloir la mettre à jour. S'il avait déjà une mise à jour, une ancienne version de l'app qui était là, mais regarde où ce qui a été dans le cache, à partir de où c'est invalidé, et puis il prend les images qui sont les commits qui lui manquent. Donc de là il peut rebuilder son app à jour et la faire tourner. Donc tout ça c'est très beau, c'est très prometteur. Par contre, des projets très beaux, très prometteurs, il y en a quand même eu, il en sort tous les jours. À quel point c'est intéressant ou c'est pas, faut s'en méfier. Donc déjà refaire l'historique, j'ai pas mis sur la site, ça fait un peu plus d'1 an, 18 mois je crois maintenant que ça existe, que c'est open source, en sachant que ça a été rebuildé depuis d'anciens projets qui étaient propriétaires avant, ils ont tout écrit, ils ont refondé une nouvelle compagnie pour mettre tout ça open source, donc ils partaient déjà avec pas mal de connaissances. C'est déjà intégré dans pas mal de choses, tout le système d'intégration continue le supporte déjà. Pareil, j'ai mis dedans Chef, Puppet, ainsi de suite, Vagrant. Ça remplace pas les outils de gestion de configuration. Vous pouvez très bien utiliser Chef avec pour facilement mettre ou Composer ou n'importe quoi pour gérer vos dépendances à l'intérieur de vos conteneurs. Le conteneur, ça emballe ce qu'il y a dedans. Par contre, gérer vos dépendances, vous pouvez utiliser les outils que vous utilisez déjà avant. C'est même parfait, c'est fait pour ça. Le but, c'est pas de remplacer les outils. Par contre, ça fait un outil en plus. On reviendra dessus après. On peut rajouter la complexité, donc ça fait du sens de l'utiliser si ça nous apporte quelque chose. Pour voir à quel point c'est prometteur et mature, on va regarder un peu l'écosystème. Donc il y a déjà, il y a pléthore d'outils qui tournent autour, mais vraiment ça foisonne.
Et c'est pas juste Michel dans son garage qui fait un truc la nuit. Dans les contributeurs les plus importants, il y a on retrouve Google qui a fait pas mal de choses, notamment les annonces qu'ils ont fait au Google Live le mois dernier, Google Platform Live, pardon, avec ils supportent officiellement désormais les conteneurs avec leur lib qui était déjà en chantier depuis plusieurs mois, Kubernetes. Sachant qu'ils avaient déjà fait pas mal de librairies avant de monitoring, genre CAdvisor et ainsi de suite. Netflix aussi contribue dedans. Il y a pas mal de gens dedans. Sachant que dans les gens qui contribuent pas forcément en tant qu'outil, mais qui supportent et qui encouragent, on retrouve quelques gens qui sont pas forcément inconnus, genre Amazon, qui le supportaient déjà depuis plusieurs mois, qui là, lors de réinvente, c'est quoi la semaine dernière, il y a 2 semaines, voilà, il y a quelques jours on va dire, ils ont annoncé justement un nouveau type d'image fait exprès pour supporter avec des... Alors j'ai pas regardé les services en détail, ce qu'ils supportaient encore, mais ils ont monté une coche, il y avait une keynote complète dédiée à ça. Pareil, Google, je viens de le dire, ils supportent désormais officiellement directement les conteneurs qui viennent de Docker, pas exclusivement les leurs. Microsoft Azure, ils ont lancé il y a à peu près 2 mois qu'ils supportaient les conteneurs Docker. Rackspace, ça fait un peu plus longtemps, DigitalOcean aussi. Donc, ils sont peut-être un peu moins connus, mais Rackspace, ils font beaucoup d'hosting. Ils sont un peu moins visibles, mais c'est pas inconnu. Joyent, c'est pour ceux qui touchent un peu à Node.js, vous avez vu, ils ont fait une levée de fonds de 15 millions de dollars il y a à peu près un mois pour justement supporter les conteneurs le plus près possible du matériel, avec le plus de performance possible. Red Hat, ils ont sorti un service, pareil, il y a 3 semaines je crois, Red Hat Entreprise quelque chose, qui leverage les conteneurs directement. Leur but c'est pas de les remplacer, c'est au contraire d'utiliser ça pour plus facilement envoyer des solutions. Si ça vous intéresse, il y a pas mal d'articles que j'ai notés à côté, mais on voit que c'est pas juste des, des gens qui s'amusent le soir, qui travaillent avec, il y a quand même beaucoup de momentum derrière. Que c'est utilisé en production par pas mal de gens, pareil, pas des gens inconnus. On retrouve eBay, HP, New Relic, Yelp, Etsy, Spotify. Euh, qui Netflix. Netflix, je sais pas si c'est en production, ils l'utilisent dans leurs outils, mais je sais pas s'ils l'ont utilisé encore. La Centurion, c'est pour le déploiement, mais je sais pas. Enfin, en tout cas, ils s'y intéressent beaucoup. Le momentum, ça, je l'ai juste mis là parce qu'elle est assez intéressante. Si on va voir la page du repo. Euh, donc là, c'est juste les pull requests sur le mois dernier. Il y a eu grosso modo 300 pull requests. En général, c'est pas des petits pull requests pour corriger un petit peu en plus, c'est toutes des nouvelles features. En ce moment, c'est beaucoup sur le clustering. Là, je suis en flotte de conteneurs, de service discovery. C'est feature assez correct. Et surtout, si on regarde, donc le projet a à peu près 18 mois, j'ai plus l'heure de passer en tête, on arrive bientôt à la 9500e pull request. Donc ça donne une idée quand même du momentum qu'il y a. D'habitude, ce genre de nombre de pull requests, on les a genre sur les projets Apache qui ont 10 ans. Enfin, je caricature à peine. Disons que ça montre que c'est pas un projet qui est joli, puis on verra ce que ça donne. Il y a quand même déjà une maturité derrière qui est assez encourageante. C'est officiellement prêt pour la prod depuis juin, d'ailleurs. J'ai pas mis par écrit. Jusque-là, au début, c'était bêta. Je sais plus quel événement ils ont fait en juin, où ils ont annoncé que ça y avait un ready for prod, ainsi de suite. Je suis next. Allô. Là, il y avait d'autres exemples, j'ai repiqué des slides, mais on en a déjà un peu parlé. Encore d'autres use cases. Enfin, de toute façon, je partagerai les slides après, on va aller vite. Encore d'autres use cases. Dans la pratique, puisqu'on a vu un peu à quoi ça servait, pour builder des images, il y a 2 façons de travailler essentiellement. En fait, il n'y en a que 2 même. Soit la plus simple, on va dire, pour découvrir, c'est vous lancez un conteneur à partir d'une image, vous travaillez dedans, vous faites vos modifications, et une fois que vous avez fini, vous le committez, ça vous donne une nouvelle image. C'est basique, c'est simple. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est pas reproductible. Vous avez un diff, vous avez une commande de diff qui permet de voir ce qui a été modifié. Par contre, qu'est-ce que vous avez fait à l'intérieur pour amener à ces modifications-là, si vous devez la reproduire, vous avez intérêt à avoir fait votre log à côté. Enfin, c'est pas idéal. Donc c'est pratique justement quand vous voulez tester vite fait est-ce que ça marche ou pas. Mais c'est pas la solution que vous voulez utiliser pour reproduire systématiquement vos environnements. Et donc l'autre solution, c'est dont on a déjà parlé, c'est que vous avez un fichier de build, un Dockerfile, qui permet juste de builder directement toute une séquence de commandes. Donc les commandes sont assez simples, ça permet de copier des fichiers, de lancer des commandes. Vous lancez directement des commandes dans votre conteneur. Définir l'environnement, exposer des volumes, qu'est-ce qu'il y a, exposer les ports. J'oublie le reste, mais de toute façon, à partir du moment où on lance des commandes et qu'on peut copier les fichiers, c'est comme si vous tapiez, sauf que c'est pré-tapé dans un fichier build. Et derrière, c'est une shell bête et méchant qui se lance.
De toute façon, on pourra le voir après. Une petite slide très rapide sur la philosophie, parce qu'il y avait des débats, même s'il y a un bon consensus maintenant. Qu'est-ce qu'on met dans un conteneur? Parce que c'est beau le principe, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Où est-ce qu'on le sépare? Le consensus général, ce qui est plus pratique, c'est qu'on ne veut pas se limiter à un process par conteneur, mais on va le limiter à une tâche logique. C'est exactement comme dans une classe, on met pas juste une méthode. On va mettre des choses qui font du sens, mais on va pas tout mélanger dedans, on va séparer en plusieurs classes. Les conteneurs, c'est pareil. On va faire un conteneur par tâche complète, donc il pourrait y avoir plusieurs process. Genre si on veut faire du PHP, ça fait du sens d'avoir soit Apache PHP ou Nginx PHP FPM. On va mettre les deux ensemble, on va passer par deux conteneurs, pour commencer à faire des liaisons entre les deux, ça fait juste pas de sens. Donc il pourrait y avoir deux process, 3, 4 si on range du monitoring dedans, qui a une raison d'être avec. Il pourrait y en avoir qu'un seul, c'est pas pour ça qu'on s'interdit d'avoir un seul process par conteneur. Ou il pourrait y en avoir aucun, parce qu'il y a des tâches qui n'ont pas forcément de process. On viendra dedans après, mais justement des conteneurs qui devront juste contenir de la donnée, de la persistance, il n'y a pas de process à faire tourner dedans, c'est du fichier. Donc on va pas mettre un process dedans juste pour dire tiens on respecte une règle, un process par conteneur. C'est vraiment juste séparation of concerns et puis on avance avec ça. Donc depuis tout à l'heure je répète que c'est très bien, ils sont très isolés, on contrôle bien ce qu'il y a dedans. Sauf que justement en général si on a des services, une base de données, n'importe quoi à côté, on veut qu'ils se parlent. Donc c'est bien d'avoir des boîtes très fermées et à falloir mettre des fenêtres dedans parce que sinon on perd vite l'intérêt. Avoir un serveur web qui reçoit aucune requête, qui n'envoie aucune réponse, il fait peut-être exactement ce qu'on veut, mais ça ne répond pas trop aux besoins. Donc les moyens de faire ça, il y a la base c'est toutes les communications réseau, donc soit interconteneur dans le réseau privé qui est pas privé, dans le réseau, dans le sous-réseau privé on va dire plutôt, exposé par Docker, donc il expose plein d'environnements avec les IP privés des conteneurs à côté, des autres conteneurs qui sont sur le même host. Il y a les méthodes de link entre conteneurs où en fait on pourra donner soit l'ID d'un conteneur, donc un hash qui est généré quand on l'instancie, soit un nom si on veut attribuer un nom, et dire tiens tel host, tel nom de host vraiment, dans ton conteneur que tu as lancé, il fait un lien vers telle référence, donc soit un nom, soit un ID qu'on a créé avant, et c'est lui qui va gérer tout le banning entre les deux pour résoudre ce host-là. Donc l'avantage c'est que ça fait une écriture qui est très simple et qui en plus c'est masqué de l'extérieur. On peut exposer les ports, justement si on veut que notre port 80, 3306, enfin n'importe quel service soit accessible depuis notre host, au moins on peut les exposer directement. On peut monter des volumes, on avait vu que les namespaces des volumes, les ISS de mount étaient accessibles. On peut explicitement dire tiens tel volume tu l'exposes, tel volume tu le charges dans ce conteneur que tu as lancé, donc il va écraser le path etc. Un volume qu'on a remonté avec on peut choisir lecture seule, lecture écriture basique mais ça fait la job. Et après si on veut aller plus loin, c'est que vous avez des besoins assez spécifiques, mais on peut effectivement aller plus loin. On peut rentrer dans les namespaces. Un namespace Linux c'est fait pour être isolé, par contre vous pouvez, si vous avez les droits, vous avez le droit de rentrer dedans. Donc avant il y a des outils qui étaient faits pour le faciliter, depuis la version 1.3, maintenant il y a même des commandes dedans. Je pense que si vous voulez rentrer dans un conteneur qui tourne pour aller l'inspecter, c'est accessible, maintenant on peut rentrer assez facilement dans les namespaces, mais ça reste des fonctions disponibles depuis le host, donc ça fait partie des quelques accès à sécuriser. Autant le conteneur lui-même n'a pas un accès SSH qui ramène dedans, sauf si vous l'installez manuellement, explicitement. Par contre, on peut rentrer dans son namespace si on accède à l'host. Et après, les liens sont bien, mais ils ne sont pas forcément dynamiques. Ils sont créés quand on instancie les conteneurs. Tout ce qui est service discovery dynamique, c'est un sujet à part entière. Puis il y a plein de solutions qui sont proposées. Il y a moyen de faire un petit dev de plus qu'une heure juste sur le sujet. Donc c'est ça pour les futurs projets. Et donc là, je l'ai rapidement évoqué. On lance une image, ça nous crée un conteneur, c'est cool, c'est parfaitement isolé, on a exactement ce qu'on avait buildé la première fois. Par contre, si dedans on veut sauver des logs, sauver des enregistrements en base, sauver n'importe quoi de persistant, comment on garde cette persistance? Parce que dès qu'on va fermer le conteneur, enfin pas l'arrêter mais l'effacer, ce sera juste perdu. Donc l'idée c'est justement d'avoir des volumes à côté qui eux exposent des volumes, voir ces volumes les monter même depuis le host si on a envie, pour que ce conteneur très fermé puisse accéder aux données. C'est assez basique, de toute façon on verra comment utiliser après. L'idée quand on monte des fichiers, donc cet exemple là on les monte depuis l'host, donc admettons il y a un folder, une ressource
qui est disponible sur le host. À partir du moment où on le monte dans le conteneur, bah, ce conteneur, ce data, c'est un link. C'est vraiment le même fichier physique. Il n'y a pas de latence, il n'y a rien. C'est juste le namespace qui donne accès, donc c'est même pas une copie du fichier, c'est le fichier directement. Et donc si c'est le même volume qui monte ailleurs, bah, la modification faite dans un conteneur, elle est directement en live. Enfin, c'est le même fichier. Il n'y a pas aucun doute. Sachant que là c'est la version avec le host, si on supprime le host, on peut très bien faire un conteneur qui lui expose son volume, par exemple les logs de NGX ou de PHP, enfin n'importe quel log. Il pourrait dire tiens, mon data c'est un volume que j'expose, le volume pourrait être monté par un autre conteneur pour les lire, écrire, enfin, suivant les droits qu'on leur donne. Donc bah, dans ce cas là par contre il y a de la persistance que tant que le volume est utilisé par au moins un conteneur. Dès qu'on tous les conteneurs utilisés sont arrêtés et fermés, bah, il y a une garbage collection qui se fait, et puis si le volume est plus utilisé par personne, on l'efface. Donc faut juste connaître les règles pour l'utiliser à bon escient. Et à partir du moment où dans notre host on a un volume, bah, on peut très bien, que ce soit avec les extensions de VirtualBox, avec Samba, avec n'importe quoi, y accéder dans notre environnement de dev, et donc vous travaillez physiquement sur le même fichier que celui qui est géré par le conteneur. Ça rajoute un layer en plus par rapport à si vous travaillez dans votre VM, mais ça reste le même fichier, donc c'est instantané. Et c'est pratique pour travailler. C'est pas forcément ce que vous faites en prod, mais l'avantage c'est que bah, c'est juste que là vous avez un accès au fichier du host et c'est tout. Ça se résume à ça. Donc on a beaucoup parlé, on va peut-être passer un peu à ce qui est en vrai dedans. Les démos, on va les faire vite fait, juste voir les commandes. Ensuite, prouver l'isolation des conteneurs et qu'un conteneur ça remplit une instance. Et après, on fera une démo un peu live avec Gomat parce que c'est celles qui sont complètes. Il y a celles de Cursewall mais qui ne sont pas finies encore. Pour voir une configuration avec plusieurs images, plusieurs conteneurs qui parlent entre elles et comment lancer. On va mettre un petit peu de shell. J'espère que c'est plus ou moins visible. De loin, ça se voit encore. Je peux essayer de grossir. Après, il va y avoir des word warp, donc vous dites. Au pire, je grossis encore. Donc là, j'ai un Ubuntu avec à peu près tout nu. J'ai des snapshots dessus. Les seules choses qui ont été installées par-dessus Ubuntu pour gagner du temps pour la démo, c'est Docker qui est là, avec les variables d'environnement pour que je puisse m'identifier sur notre repo privé. Et je crois que j'ai téléchargé une image de base. Alors, je vais faire. Pardon. J'ai juste téléchargé une image de base qui est un peu plus lourde, dans laquelle il y a PHP, MySQL, ainsi de suite. Je peux pas gagner du temps. Donc, on va juste les commandes vite fait. Ça mime vraiment les commandes auxquelles vous êtes habitué. Donc, vous retrouvez du top pour voir les process qui tournent dans un conteneur. Vous avez du PS pour voir les conteneurs en fait qui tournent actuellement dans Docker. Vous avez du CP pour copier les fichiers dedans, du RM pour effacer un conteneur, du start, stop, enfin, c'est assez explicite. Du commit pour committer un conteneur et une image, c'est export pour exporter le conteneur, history pour l'historique de modifications qui a été faite dedans, diff qui rappelle un peu le diff, enfin n'importe quel diff pour voir c'est quoi les modifications par rapport à l'image qui était servie à créer ce conteneur, donc voir qu'est-ce qui a été ajouté, modifié, supprimé. Donc il vous donnera pas l'intérieur du fichier, mais il vous dira tiens tel fichier a été modifié. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Inspect qui permet d'avoir un export complet. Comment? Kill, oui, on en a jamais besoin en fait. Build, on a dit qu'on pouvait les builder, effectivement il y a une commande pour builder, on y passe un fichier de build avec un environnement et le nom qu'on veut lui donner. C'est l'essentiel. Après il y en a sans doute d'autres que j'oublie là, mais on a vraiment le plus gros. Je vais juste reprendre. Et donc ce que je vais faire en fait en haut, je sais pas si je l'ai, donc je ne vais pas l'avoir. Je vais juste faire un watch qui va se rafraîchir toutes les secondes de l'inspection des process. Donc je mets -A pour qu'on ait tous les process, même ceux qui sont éteints, donc dans lesquels il n'y a aucun process qui tourne. Et donc on aura juste en permanence la liste des conteneurs qui tournent. Donc on verra ce qui se passe. Donc forcément il n'y a rien. Donc on verra les ID qui existent, l'image qui a servi à créer à instancier ce conteneur, la commande qui était lancée par le conteneur au départ. Est-ce que c'était Nginx, shell, machin. Created c'est juste la date, status c'est ce qu'il est ouvert, fermé. Les ports, s'il y a des ports exposés, avec le mapping qui était le port interne au conteneur et le port externe. Parce que, comme on a dit qu'il y avait un mapping réseau qui se faisait entre les deux, on peut avoir très bien deux serveurs web dans deux conteneurs qui chacun écoute sur le port 80, sauf que y en a un qui lui sera exposé au niveau de la LAN sur le port 80-81 et l'autre sur le port 80-80 par exemple. Sauf que du point de vue de l'host en lui-même, tous les deux penseront qu'ils sont sur le port 80. Et les noms, en fait chaque conteneur a un nom.
Donc soit on lui spécifie, ce qui est assez pratique pour les reconnaître, et si on n'en spécifie pas, il va en choisir un aléatoirement. Donc en général, c'est une concaténation d'adjectifs et de noms scientifiques. C'est un peu incongru, mais en fait, c'est plus pratique que les shawan. Donc au début, la première fois qu'on voit ça, on se dit, bon, ouais, c'est des petits rigolos qui l'ont fait, mais en fait, c'est plus pratique de lire quelque chose de lisible que des shawan. En fait, l'ID du conteneur, à chaque fois, c'est un shawan, un diff, un hash. Ah, ok, ok, Donc, de toute d'accord. façon, on le verra tout de suite. Donc, ce que je vais faire, je vais juste bêtement lancer. Donc, je fais un Docker run. Je vais demander d'être interactif avec le terminal. Puis donc, je vais juste lancer. Là, c'est l'image que j'ai téléchargée pour que ça aille vite. Hop. Et dedans, je vais juste lancer le bash. Donc là, il se passe pas grand chose. Donc, on voit que mon shell a changé. Je suis en route dans mon conteneur directement. Euh, ce qu'on voit là, justement, c'est le hash. Alors, la version tronquée, plus courte, on peut lui demander la non tronquée. Donc, on retrouve le même ici. L'ID, c'est bien celui qui était lancé. De telle image, dedans, on a un bash. Et ouais, il m'a donné un nom. Bah, si je relance, ce sera un autre. D'ailleurs, je peux lancer un autre tout de suite. On va le faire tout de suite, c'est plus intéressant. Donc, ici, je vais faire la même chose. Je vais copier-coller pour que ça aille plus vite. Donc, je lance un deuxième. On voit que c'est un deuxième conteneur. L'ID est différent. Et donc, si je fais un ls, je suis dans un. J'allais dire dans une VM. Non, je suis dans une VM, mais je suis dans un shell classique, ni plus ni moins. Et donc, si c'est vraiment isolé, c'est là qu'on peut s'amuser. Et ce que vous avez envie de faire, que vous faites jamais. Vérifiez que vous êtes bien un conteneur. Vous faites un bet RM.f étoile. Allez, on y est, là. C'est censé marcher. Donc je vérifie quand même que je suis bien le conteneur avant de le faire. C'est pas le moment de se planter. Et si je le fais, forcément, il y a quelques alertes. C'est censé marcher. Puis on voit qu'effectivement, il y a le plus d'AS. Enfin, je suis un peu. J'assume. Mon autre conteneur, j'y suis encore. On y est. Tout est là, tout est complètement isolé. Et puis si je le quitte, il est fermé, donc il ne se passe plus grand chose. Alors je peux essayer d'y retourner. Donc admettons, je vais le faire là. Je peux le relancer. Donc celui-là, c'est lequel? Des 48. En fait, comme il n'y a pas de process, je ne sais pas si je vais réussir à me rater sur mon bash tout de suite. Stop. J'aurais dû le faire tout de suite en même temps. Ouais, j'aurais pas le temps. Pardon. Je ne sais pas parce qu'il est arrêté. Je ferai la même démo avec un conteneur dans lequel il y a process. Parce que franchement, je ne peux pas rentrer dans l'express s'il n'y a pas de process qui tourne. En fait, l'idée, on va relancer un. On voit que l'image a pas été modifiée, je suis toujours bon dedans, j'ai rien cassé. Et si je voulais committer donc celui que j'ai le plus cassé, celui-là, celui qui tourne encore. Non, celui qui. 97, celui qui est là, Brian Jones. Merde, c'est moi qui suis bête. Bon, peu importe. Si je voulais le committer, je committerais une nouvelle image. Donc, effectivement, j'aurais une image qui ne me sert à rien parce qu'il n'y a plus rien dedans. Mais l'ancienne serait toujours clean. Donc bon, ça c'était pour prouver que c'est isolé, mais ça ne sert pas forcément à grand chose. On va juste cleaner tout ça. Donc en fait, si je lui demande une liste de tous ceux qui tournent déjà, il me tourne que celle-là. Je peux lui demander en mode silencieux, donc j'ai que l'ID. Donc en fait, ce qu'il suffit de faire, c'est juste demander de les effacer. Donc je vais faire un docker stop pour ceux qui tournent. Et puis après, on va effacer en fait tous les conteneurs qui sont là. Donc une fois qu'il a effacé et qu'il a arrêté celui qui tournait, je lui demande juste d'effacer les listes. Donc je demande la liste de tous les conteneurs. Donc on va voir qu'ils disparaissent tous. Donc là on est revenu, on est a priori clean. Qu'est-ce qui va se passer après derrière? On va juste essayer de lancer, voir comment lancer les vrais conteneurs intéressants. Parce que bon là c'est marrant pour l'exemple, mais ça sert pas à grand chose. Je vais juste les copier-coller pour que c'est un peu plus facile. Là c'est peut-être un peu loin, donc je fais un run tout bête, sauf que celui-ci je le fais pas en mode interactif, je le lance en mode détaché, donc il lance en arrière-plan. Je lui donne un nom pour l'utile après, donc là j'appelle dbdata, et j'utilise un conteneur que j'avais uploadé avant, qui en fait contient les données de la base de données. Donc c'est un conteneur qui a juste explosé un volume, j'avais oublié où est-ce qu'il est le volume, mais peu importe. Donc il le trouve pas en local, j'ai pas fait de pool avant, donc il dit qu'il le trouve pas. J'espère que le réseau marche par contre. Ça va, il a trouvé. Donc on voit que tous les premiers layers, c'est ceux qui sont communs avec l'image de base. Donc il les a tout de suite skippés. Et il télécharge donc les FS layers, c'est le file system.
il télécharge que ce dont il y a besoin. Donc là, on voit il y a un 3 mégas qui prend du temps. C'est quand même plus léger qu'une VM complète. Et donc dès qu'il aura fini, donc les hashes qu'on voit là, c'est ceux de toutes les étapes intermédiaires qui ont été générées pendant le build. Et si on rebuild, on verra, bah, voilà, il a fini, donc il tourne. Il tourne, il a effacé, il est tout de suite sorti, il fait juste exploser les données. D'ailleurs, la commande, c'est même pas une commande bash, c'est juste un trou. Par convention, c'est quand on a un conteneur qui a aucun traitement, explicitement, une des bonnes pratiques, c'est de mettre trou pour dire tiens, c'est pas un traitement, il envoie juste un code d'erreur ou un code de succès. Et donc il me retourne le hash non tronqué du conteneur qui a été lancé. Donc on voit qu'il tourne en haut. Donc ça, jusque-là, c'est assez facile. On va faire la même chose, mais avec les sources MySQL, les sources PHP, pardon. Donc pareil, on fait un run en mode démon, en mode détaché. Donc c'est un démon qui va tourner derrière s'il y a un process dedans. On lui donne un nom, donc l'autre W pour les sources PHP. Et puis on prend juste un autre tag de notre repo. Donc là, ça va être les sources PHP qui vont être téléchargées. Donc pareil, il va chercher toutes les étapes qui ont servi pendant le build. Toutes celles qu'il a déjà récupérées parce que c'était l'image de base, donc j'avais poulé justement la démo. Il les skip, puis il télécharge. Donc je sais pas combien ça pèse, mais c'est pas très très lourd ça. Et donc il restera deux étapes après, ça va être lancer MySQL qui lui va aller charger le volume où il y a donné la base de données et exposer son port 3306. Ce serait même pas obligatoire, mais si on veut nous, en tant que développeur, pouvoir y accéder dessus, c'est plus pratique d'avoir le port auquel on s'attend. Mais si on ne le faisait pas, en fait, avec juste le nom, le mapping se ferait automatiquement par derrière. Et l'étape suivante sera balancer un serveur web qui chargera le volume de la base de données, et qui chargera le volume celui qu'on est en train de monter là, et qui aura la connexion à la base de données. Et on sera censé être en business. Donc là, on a un deuxième appareil qui fait juste exploser les données, qui vient d'être lancé, qui a un nom 3W. On va commencer à voir ce qui est un peu plus intéressant. Je vais juste préparer en fait pour voir ce qui se passe à côté. Là, je vais refaire un watch aussi. Je vais essayer de le faire sans faute de frappe. Pareil, on va rafraîchir à toutes les secondes. Et lui, ce qu'on lui demandait, c'est de faire un bed top, voir ce qui va se passer dans le conteneur. Puis on va demander que le conteneur le prochain que j'ai lancé, c'est MySQL. Donc je lui ai demandé, tiens, MySQL, tu vas l'inspecter toutes les secondes, on verra ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour l'instant, il n'y a pas de conteneur, donc l'erreur va normale. Dès qu'il va être instancié, on va voir ce qui se passe dedans. C'est peut-être pas le meilleur exemple parce que c'est celui que j'ai pas fini de cleaner, il marche, mais au moins on verra que ça change. Et donc dans l'idée, là on va justement pouler ce conteneur et le lancer. Donc, pareil, juste aller plus vite, le copier-coller. Donc pareil, je fais toujours un run en mode détaché, je lui donne un nom, MySQL, je vais indiquer au-dessus. Je lui expose le port, donc je lui dis que le port 3306 de mon host va mapper vers le port 3306 interne au conteneur. Donc là, on n'aurait même pas besoin pour que Nginx se trouve, c'est juste utile pour que nous on puisse accéder à la base MySQL sans se dire tiens, quel est le port qui va être mappé, est-ce qu'il est exposé ou pas. Si on ne le fait pas, on peut lui demander, on peut être un "-p" majuscule sans spécifier de port, et tous les ports que le conteneur dit qu'il expose, donc en l'occurrence il n'y a que le 3306, ils vont être affectés, mais à des ports a priori random. Et c'est après, en fait, on verra dans les ports là-haut quel est le port sur lequel il tourne. Donc là, l'intérêt, c'est si on va avoir deux MySQL différents, donc deux bases de deux projets différents, et on ne veut pas commencer à mélanger les tables. Nous, elles ont les bases ont le même nom, mais on veut qu'elles soient indépendantes. En fait, ce sera juste des ports sur lesquels on va interroger MySQL. Ou si on a autre chose comme base de données que MySQL, on veut avoir le même port. Mais c'est le même principe d'ailleurs si on veut parler à un Apache et à Nginx. On a les deux qui tournent, on n'a pas besoin d'avoir il n'y aura pas de conflit entre les deux. Ils pensent que les deux qu'ils écoutent le port 80, on a toujours des ports différents. Donc bref, on expose le port 3306, on lui dit qu'il charge les volumes exposés par le conteneur qui contiennent de base de données. Donc l'intérêt de séparer ça, c'est si on doit mettre à jour MySQL parce qu'il y a une faille dedans, parce qu'on a besoin d'une nouvelle version, n'importe quoi, bah, il suffit de me rebuilder notre image MySQL, on ferme ce conteneur là, on le relance, les données vraiment utiles sont dans le conteneur qui expose le volume à côté, et puis on est bon, on a tout ce qu'il nous faut. Donc ça c'est pratique pour en plus avoir des données test tout de suite. Si par contre on veut vraiment que les données soient complètement pérennes et stockées, il n'y a rien qui empêche que le volume, le premier qu'on avait fait, la DB data, que lui, son volume soit chargé localement. En faisant ça, le gros intérêt c'est que même si on stoppe ce conteneur là, les fichiers sont toujours stockés sur l'host. Donc après ça dépend ce qu'on veut faire. Là l'intérêt c'est si on veut partager une config, à part avoir justement Docker installé et un Credential pour télécharger les images qui sont privées, il y a zéro configuration à faire. Vous n'avez même pas besoin, enfin, vous avez potentiellement besoin de Git pour télécharger la config, mais vous n'avez pas besoin de MySQL, vous n'avez pas besoin de Nginx, vous n'avez pas besoin de PHP, vous n'avez pas besoin de Composer, vous n'avez pas besoin de rien en fait. Juste, ça simplifie bien. Donc je lui charge ces volumes là et comme taxe je lui donne
l'image qui contient les exécutables MySQL. Pareil, il voit qu'il l'a pas localement, donc il la pull. Si on a le temps, on le fera après, mais là, s'il voit qu'il l'a localement et que j'ai pas expression en pool, il va lancer celle qui est locale. Donc en relancer une, c'est instantané. On pourrait d'ailleurs s'amuser à juste tout éteindre, fermer tous les conteneurs et puis tout relancer. Ce sera un bon test aussi. Et on verra que c'est justement beaucoup plus rapide parce qu'il n'y a pas toutes ces étapes de pool qui là sont juste des communications réseau. Il a téléchargé un méga là. Donc dès qu'il va instancier, c'est là-dedans que ça va se passer. On va voir qu'il y a des process qui vont être lancés dans le conteneur. Bon, déjà que le conteneur va être trouvé. Alors le slip 15, c'est que quand j'en fais démon, c'est la solution la plus rapide, pas forcément propre, pour être sûr qu'il soit prêt avant de lancer la suite. Quand je disais qu'il n'est pas encore nickel, ce conteneur, il marche, mais il est perfectible. Donc on passe sur autre chose. Donc là, en fait, il importe la base là, au départ. Il y a un gros fichier de dump qui est exposé par le volume de données. Et si la base n'est pas là, il va lire le dump et puis aller le mettre dans le volume. Et une fois qu'il a fini, on y est. Donc là, a priori, il a fini. Donc on voit qu'il expose, il dit exactement où sont ses données, où est-ce qu'il stocke son log, et ainsi de suite. On est content. Celui-là, je peux le fermer. Pardon. Je suis allé un cran trop loin. De toute façon, on n'a plus besoin de celui-là. On va lire les autres, ça va être plus intéressant. Et enfin, la dernière étape, c'est là, on a une base de données qui tourne, jusque-là c'est cool. Par contre, il n'y a rien qui a interrogé la base de données. Donc, on a lancé un Nginx avec PHP. Donc, toujours pareil, on fait un run en mode détaché. On lui donne un nom, très original, Nginx. On expose le port 80 pour pouvoir l'interroger. C'est celui-là qu'on va vraiment vouloir interroger là pour tester, finir un démo. On lui dit qu'il charge les volumes du 3W. Donc les volumes du 3W, c'est toutes ces sources PHP, ces confs, tout ce qui avait en fait l'équivalent du repo qui a été buildé, composé, dans lequel il y a eu le composer update, qui a eu tous les modèles qui ont été buildés, ainsi de suite. Il y a la commande link qui dit que le conteneur qui s'appelle MySQL link vers le hostname interne MySQL. Et donc si nous, notre conteneur, on l'a appelé DB, parce que c'est link DB MySQL. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, avec ça, il va générer lui plein de variables d'environnement et il va définir le host, si bien que à l'interne du conteneur, quand on va essayer de se connecter à MySQL, au host MySQL, il va résoudre ça vers l'IP du conteneur. Donc là, on pourra faire un inspect, je ne sais pas ce que ça va être, mais l'IP random qui est pas sur notre réseau à nous. Et en variable d'environnement, il va me dire que tiens, le port 3306 est exposé par tel port. Donc on n'a pas besoin de nous de lui expliciter. C'est pour ça que je disais que là, au-dessus, le port 3306 c'était facultatif. Il est pratique pour nous de connecter à la base, par contre Nginx, on n'a pas besoin, le link suffit. Je lui définis un hostname pour que lui, en interne, il pense que son vrai nom de host, c'est ça. C'est API.machin. Et puis il charge le package avec Nginx, qui contient l'exécutable Nginx. Il me semble que dans celui-là aussi que j'ai mis les configurations, tout ce qui va dire, tiens, mon site est là, mes configurations de headers sont ceci, cela, et ainsi de suite. Donc pendant qu'il fait ça, si j'ai ouvert les fenêtres à côté, on va s'amuser un peu. On va attendre qu'il ait fini de charger parce que je vais lancer le même. Je vais montrer que le même conteneur est indépendant et que les volumes sont vraiment exposés puisqu'on va interroger les fichiers en live, mais depuis d'autres conteneurs. Comme ça on verra bien que les données partagées sont vraiment partagées. Même si c'est des données qui arrivent, on se doute que c'est que la base de données a été trouvée, mais ça prouve qu'il n'y a pas de triche. Donc admettons, ici je vais afficher le log d'accès, puis ensuite droite je vais mettre le log d'erreur par exemple. Donc on va le lancer pareil, bêtement en mode interactif. Qu'est-ce que je vais mettre? Je mets aussi l'option RM. En faisant ça, c'est que dès que le conteneur va être arrêté, il s'effacera. C'est un conteneur dans lequel je veux juste afficher les choses, mais j'ai rien besoin de stocker, pas besoin de tourner, c'est juste quand je suis dedans. Donc ça évite de devoir faire le ménage après. Et donc dedans, lui, je vais lui dire, tiens, tu me charges les volumes qui vont être exposés par Nginx. Et donc lui, dans son fichier build, il a dit qu'il exposait les endroits où il y avait les logs, les différents plafs où il y avait les logs. Qu'est-ce que je vais mettre comme image? A priori, en plus, je peux mettre l'image de base. Je suis même pas obligé de mettre l'image Nginx. Si je voulais, je sais pas, je pourrais très bien mettre aussi les volumes depuis DBData si je veux accéder à la base. Si je veux vraiment accéder à tout, je pourrais mettre plusieurs volumes dans tous les sens. Et puis donc là, par contre, je vais overrider la commande par défaut et je vais lui dire, tiens, tu manges juste le bash.
Donc là, je suis dans mon image de base. J'ai un nouveau conteneur qui était lancé en haut. Allez, renvoie pendant ce temps-là, la Nginx a fini de se charger. Et donc là-dedans, je vais juste faire un tail. Top. Donc déjà avec l'autocompression, vous voyez, c'est qu'a priori il a monté le volume, sinon il ne le trouverait pas. Hop, donc là on a les access. Donc là forcément pour l'instant il n'y a rien, juste avancer un peu. Et ici je vais faire la même chose pour les erreurs, je vais juste utiliser une syntaxe un peu différente. Top, je suis dans le bon. Pareil, on le lance basiquement. Donc, toujours pareil, on charge le même volume pour accéder au log. Top, Nginx. Je vais lancer la même image de base. Et sauf que là, je vais lui lancer le shell en lui mettant directement la commande. Alors, par contre, là, il n'y aura pas d'auto. Attention aux fautes de frappe, si vous l'envoyez, vous me corrigez. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il charge volume, c'est censé marcher. Donc on voit qu'il y a un conteneur de plus qui a été lancé, qu'il n'y a pas de nom, machin. Je peux mettre ça en plus gros si vous voulez. Donc on voit que ce qui tourne, on a nos données de base de données, pardon, nos données PHP. Après les process, donc on a le conteneur avec l'exécuteur MySQL qui tourne, qui importe, qui est exposé, 3306, qui est mappé. On a un Nginx qui tourne, qui expose le port 8080, c'était pour juste un mini site de test, mais celui qui nous intéresse vraiment, qui est mappé extérieur, c'est le port 80. On voit que lui est mappé vers l'extérieur. Et deux conteneurs de test avec des noms random. Donc on est content. Donc, juste hop. Et donc là, en test, si on voulait, alors je vais juste, pour finir, afficher mon name pour savoir ce que je veux interroger. Celui-là, je crois que c'est Ubuntu tout bête. Donc ça fait que là, si je vous ouvre une, je vais juste copier l'URL pour avoir la bonne application key. Top, on va ouvrir une fenêtre. Je vous ramène ça sur l'écran. On met ça ici comme ça. Donc là, j'ai juste une URL, je la copie-colle pour qu'il y ait la bonne application key pour appeler un catalogue de notre ami KitKar. Donc là, je vais interroger l'host Ubuntu, donc ma machine virtuelle, dans laquelle j'ai déjà 5 conteneurs qui tournent. Donc on imagine qu'habituellement, si vous voulez faire un peu la même chose aussi isolé, vous auriez 5 VM qui tournent en même temps. Et vous avez vu la vitesse à laquelle ça se lançait. Et donc moi, ce que j'interroge, c'est l'host Ubuntu sur le port 80. Donc lui, il va mapper le port 80 vers le port 80 qui est exposé donc, dans le conteneur Nginx. Et vu via les volumes qu'il a chargés, il va aller chercher, on espère, les bonnes données, aussi bien PHP que base de données. Donc là, en plus, il n'y a pas de cache qui a été généré, donc on va juste laisser le temps de se faire plaisir. Et donc théoriquement, si je n'ai pas fait de faute, on devrait avoir le log d'accès qui va apparaître ici, dans Nginx, et pas d'erreur, apparaître à droite. Donc on voit effectivement qui est passé, là on a un JSON, un digest qui va apparaître. C'est magnifique, on est content. Admettons que je me trompe dans les paramètres. Et que je mets un paramètre qui n'est pas attendu, surtout le paramètre attendu qui n'est pas là, on voit que l'error log est accessible. Bon, pareil, la forme en elle-même importe peu. C'est le résultat auquel on sait se compter. Qu'on puisse en faire quelque chose, c'est un autre sujet. Et donc, juste pour résumer ce qui s'est passé, on est dans un conteneur qui n'a même pas la image de base. Enfin, justement l'image qui s'appelle image de base, pas l'image Nginx, mais qui a chargé le volume exposé par Nginx. Donc il avait accès en live tout de suite au log qui est passé. Là j'ai été un peu route, j'ai chargé le volume complet, donc c'est-à-dire que j'ai accès à une écriture aussi dessus, ce qui n'est pas forcément ce qu'on voudrait faire. Mais donc un des patterns aussi qui est pratique, c'est si vous voulez faire un backup ou un dump complet, vous n'avez pas besoin de rentrer dans le conteneur et risquer de casser le process. Vous lancez un nouveau conteneur à côté qui accède juste aux ressources que vous voulez backuper. Vous faites un dump à partir de là. Et si jamais votre process vous crash, c'est votre conteneur à vous qui a crash à côté. Et les process initiaux du conteneur qui lui est en business ne sont pas affectés. Sauf si vous avez cassé quelque chose dedans, mais d'où l'intérêt d'exposer ça en lecture seule par exemple si besoin. Ou de les charger en tout cas en lecture seule au moment où vous faites votre manipulation. Donc ça marche. Jusqu'à là, on s'est pas planté et le réseau va pas lâcher. Donc, on a la chance jusqu'ici. Dernier test, là qui a planté mais by design. Juste avant ça, j'ai quand même arrêté tous les. Je suis encore là. Si je fais le stop. Donc j'ai fermé la commande où grosso modo je lui demande, il me liste
tous les conteneurs actifs, donc dans lesquels les process qui tournent, et il me retourne color ID, donc color H, et je passe un argument à stop, donc il va stopper tous les, je vais le faire en 2 fois, il va stopper tous les conteneurs, et après je vais lui demander de les effacer. Donc là, ils vont tous s'éteindre normalement, donc là les logs, je peux les... juste faire un peu de place, j'essaye, ouais, faut le faire dans l'autre sens. Donc on voit qu'ils sont tous, ou pas. Ah, il est en train. Ah, j'aurais dû mettre, pardon. D'habitude, je mets le. On peut spécifier un temps au bout duquel, s'il n'y a pas de réponse, il le kill. Et comme là, j'ai rien mis pour explicitement pour dire, tiens, quand il y a fermeture, je fais ceci, cela. Bah, il attend le timeout. Donc, on attend 10 secondes. Allô. Donc, on voit qu'il a déjà fermé les premiers. Donc, qui eux étaient automatiquement effacés. C'est que j'avais lancé pour voir les logs. Il vient en fermer un, puis donc là, d'ici 2-3 secondes, on devrait s'arrêter. Théoriquement, j'aurais dû mettre un moins T1 pour être sûr que ça se fasse. Ah, voilà, ils sont tous fermés. On va juste demander de les effacer. Donc on revient avec juste nos images telles qu'on était après le pull, avant qu'ils aient lancé. Donc je lui demande la même chose, mais sauf qu'il me retourne tous les conteneurs et pas seulement ceux actifs, et là je les efface. Voilà, j'ai plus rien qui tourne. On va juste refaire la même chose, je vais copier-coller toutes les commandes pour relancer exactement les serveurs. Donc déjà, preuve par exemple, si je suis pas dans le bon, si là je rafraîchis, je devrais pas avoir de réponse, un 404 ou voilà. C'est normal, mais au moins ça prouve qu'il n'y a pas de triche. Donc là, j'ai juste copié toutes les lignes, donc il me lance DB data, il va me le monter. Il est censé me le monter. Ah oui, il se met pas à jour tout de suite. Il m'a chargé les sources de la base de données, donc voilà, j'ai lancé les 44 VM, enfin VM entre guillemets. Donc, quand on voit que quand c'est en local, c'est un peu plus rapide à monter. En sachant que ce qui était le plus long là-dedans, c'est le slip qui est dans mon MySQL. Donc c'est relativement rapide. Et si j'y tourne, puis ici, bah là ça sera toujours l'erreur parce que j'ai pas corrigé application key, mais on va voir que le serveur répond. En principe, voilà. Donc jusqu'à là on est en business, on est content. Et donc dernier test quand même pour finir la partie démo, là où ça peut être utilisable, une des multiples utilisations, admettons je vais faire la même chose, donc je vais lui demander de me lancer. Donc là je demande pas que c'est en interactif, je joue dans le terminal, dans l'output. Il efface dès qu'il a fini. Il charge les volumes de www, donc toutes les sources PHP, les configs, il charge les volumes de la base de données. Pardon, il y a le link vers la base de données. Il charge les volumes de Nginx pour avoir les logs, la config Nginx, enfin la totale. Je lui donne un hostname pour qu'il pense qu'il est. J'ai pas copié la fin. Qu'il a tout ce qu'il faut. Donc je lui lance le conteneur Nginx. Et par contre, dedans, je vais juste pas lancer il va pas lancer le serveur par défaut, il va pas lancer Nginx PHP FM. Et il va juste bêtement lancer ce que je veux dans le shell. Et je vais juste le copier-coller pour faire de faute de frappe. Et je vais en fait de lui demander de lancer les tests. Qui par contre tombe pas. Ça c'est un détail, mais on verra qu'en tout cas ils essaient bien de se lancer. Bon, ils réussissent pas, mais ils échouent aussi efficacement qu'ils échoueraient sans conteneur. Ouais, j'essaie de faire le curseur d'avant, mais j'ai pas eu le temps de finir la config. Et donc voilà, bon, on voit qu'il y a eu l'exception, mais qui est exactement la même que si vous avez la config complète sur votre machine. J'aurais espéré avoir un exemple plus complet, mais on voit que c'est le résultat auquel on pouvait s'attendre, on voit que ça marche. Donc l'intérêt, c'est qu'à partir du moment où les images peuvent être buildées automatiquement, que les sources sont build automatiquement, lancer les tests sans jouer sur aucune base de données nulle part, ou déployer, enfin fournir à quelqu'un une config complète pour tout tester et vérifier est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Il y a, à part les commandes à lancer et Docker et les credentials, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas à se dire tiens, il faut que tu upgrades ceci, cela, prends telle dépendance, mais attention, c'est pas compatible avec ça, d'abord il faut que tu backup, ou que tu installes une autre VM. Donc c'est quand même, et on a vu la vitesse à laquelle ça s'est lancé, ça reste quand même assez pratique. Lequel? Parce que j'ai remis à jour encore hier. J'ai pas pris le risque de rebuilder toutes mes images juste ce matin au cas où je vais avoir quelque chose qui tourne comme prévu. Donc ça c'était pour la démo. Comme en général je fais suivant sans faire attention, j'ai laissé une solide pour dire ah tu vas faire démo. Juste un petit mot de la fin. C'est bien, ça donne un bon potentiel. Là on a montré un peu comment lancer des process facilement. Il y a d'autres patterns qui commencent à arriver. C'est-à-dire si vous voulez installer quelque chose ou installer une app qui utilise genre un service de monitoring sur votre serveur ou n'importe quoi,
Habituellement, soit c'est un setup complet qu'ils vont faire, soit vous avez un curl avec une URL, pas forcément HTTPS d'ailleurs, et vous lancez ça directement dans le shell et vous faites confiance à ce qu'il y a dedans. Soit vous avez voulu le palucher et vous dites ok ça a l'air bon, soit vous faites confiance. Et alors si c'est pas un HTTPS, même si vous voulez palucher, vous savez pas ce qui arrive. Il y a un pattern qui commence à arriver de plus en plus, c'est des conteneurs d'installation. Donc, grosso modo, vous lui dites bah tiens je t'expose tel volume, et donc il aura le droit d'écrire que là vous lui dites qu'il a le droit d'écrire. Donc le gros intérêt c'est au niveau des feuilles. Alors ça peut pas faire tout ce qu'on voudrait, mais quand c'est suffisant, bah, c'est beaucoup plus pratique. Et au moins vous n'exposez pas de failles de sécurité sur l'installation de choses. D'autres exemples, c'est par exemple il y a un service on va dire de gestion de conteneurs et d'images qui est disponible open source avec une belle interface web. En fait, pour l'installer, c'est bêtement des Docker Run de 3-4 conteneurs, un pour la base de données, un pour le serveur web, ainsi de suite. Et vous devez juste lui exposer dans la lecture seule ben, le, le path où Docker stocke ses infos en live, puis lui il va les interroger pour afficher ses données. Et donc d'installer un nouveau serveur complet. Et lui, sur votre machine, vous ne savez même pas s'il utilise du Ruby on Rails, du PHP, du .NET. .NET c'est peu probable. En principe c'est faisable. Il a juste besoin d'accès aux fichiers pour pouvoir générer ses pages. Donc vous avez ça qui tourne sur votre serveur sans ajouter une nouvelle dépendance qui peut entrer en conflit avec quelque chose d'autre. Donc c'est déjà un exemple assez simple. Donc c'est bien. Par contre, ben, ça fait un nouvel outil en plus, donc ça supprime des problèmes de dépendance. Par contre, ça ajoute des nouveaux soucis de sécurité. Il faut faire attention à ce qu'on expose ou pas. Avoir plein de conteneurs ensemble et découvrir les services, ben, c'est aussi du boulot. Donc ça rajoute encore un peu de complexité. Il faut juste en être conscient. Ben, c'est ce que j'ai mis. Donc ben, il y a plein d'outils qui sont en train d'émerger justement pour aider à manager justement des flottes de conteneurs complets, les déploiements automatiques, ainsi de suite. Mais c'est, donc ça rajoute une complexité en plus. Alors ça, je partagerai les liens après. J'ai juste mis quelques-uns de ce que j'ai trouvé le plus intéressant, mais ça foisonne, franchement. C'est impressionnant la quantité de choses qui en sortent. Sachant que pour commencer, ils ont une espèce de. Si vous voulez refaire un peu ce qu'on a fait là, ils ont un REPL en ligne. Vous pouvez taper vos commandes, tester les conteneurs sans rien faire sur votre machine. Donc ça permet d'avoir une idée de comment ça marche. Et la documentation est franchement bien faite. C'est suffisamment rare pour être souligné. Donc quelques articles qui étaient intéressants sur des bonnes pratiques, des bonnes pratiques, pardon, et puis bah, un peu les pitfalls dans lesquels tous les gens qui commencent à arriver tombent. Donc j'ai regroupé un peu dedans. Je ne vais pas les parcourir là, mais il y a du stock. Des ressources diverses et variées, classées plus ou moins suivant ce que vous cherchez. Dans celles qui peuvent être intéressantes quand même dedans, vraiment, il y a celle de FutureStack, donc la conférence New Relic, il y a un mois et demi, je crois, 2 mois, euh, qui est vraiment intéressant parce que pour une fois, il ne remet pas tout l'historique, il dit d'où est-ce qu'ils partaient de manière philosophique et où est-ce qu'ils vont. Et quand j'ai philosophique, c'est vraiment super high level, mais c'est assez inspirant. Les conférences à AWS sur les déploiements en live sont pas mal non plus. C'est assez. Justement, bah, ils montrent comment. Bah, c'est des pull requests qui sont en cours, c'est pas encore dans la libre de tout de suite. Vous pouvez dynamiquement popper des instances EC2, Rackspace, DigitalOcean depuis votre ligne de commande dans Docker et automatiquement déployer, et ainsi de suite. Il y a aussi des autres pull requests d'ailleurs sur le clustering, je ne sais pas remise dedans, où vous enregistrez différents serveurs. Et quand vous demandez de popper une instance, c'est lui qui va choisir en fonction des ressources que vous demandez, autant de CPU, autant de RAM, ceci, cela, et de celles qui sont dispo, déjà utilisées, il va choisir lui-même où il va popper le conteneur. C'est pas, enfin, vous pouvez explicitement lui demander, mais ça n'a pas son intérêt. Le but là, c'est vraiment de dire j'ai besoin de le tourner là, et lance. Et enfin, alors ça c'est tout récent, mais ça vaut le coup d'être mentionné. J'ai parlé vite fait au début que bah, au départ c'est un conteneur, puis c'est de plus en plus une plateforme. Justement, ça commence à gérer tout ce qui est sécurisation, authentification, euh, distribution du conteneur, comment on le lance, comment ils parlent entre eux. Et ça devient de plus, ça part encore au-delà de ça, justement sur tout ce qui est clustering, déploiement, gestion d'autres distants, et ainsi de suite. Donc c'est très pratique. Par contre, il y a des gens qui trouvent que ça va trop loin, ça perd son goal initial. Et donc il y a encore OS, c'est une distribution Linux qui était dédiée justement aux environnements multi-conteneurs. Donc c'est en fait pour le hosting. Et donc forcément ils supportent Docker depuis quasiment le début et ils ont lancé
lundi ou vendredi, juste tout récemment, une espèce d'alternative avec un format ouvert de conteneurs. Pour l'instant, forcément, c'est celle implémentée. Où leur idée, c'est de dire, bah, notre but, c'est de reprendre plus l'esprit Linux avec chaque petit bout qui sont des composants, euh, pour que bah, le conteneur, c'est quoi le conteneur, la distribution, c'est quoi la distribution, ainsi de suite. Donc, forcément, il y a plein de débats, plein de buzz autour de ça. Surtout pour l'anecdote, le gars qui a lancé ça, qui est Corus, il fait partie aussi du groupe de gouvernance de Docker. Donc, je dis ça, c'est parti, ouais, super, on se boit une bière. Puis le lendemain, c'était genre. Parce que dans leur release note, c'est grosso, ils pensent que tout est corrompu. Donc, j'ai mis les liens, c'est intéressant à lire pour voir justement les. C'est assez passionné comme débat, mais il y a beaucoup de monde derrière. Après, c'est ça, c'est suivant ce qu'on va en faire. Parce que l'approche plateforme, l'avantage, c'est que justement, les réponses de Giant aussi, justement, assez intéressantes. Docker, je l'ai dit au début, c'est un démon qui tourne pour lancer les conteneurs. Il y a un command line pour parler ce démon. Et l'API qui est au milieu, c'est pas une API propriétaire du tout, elle est vraiment robuste, documentée, stable, parce que bah, de toute façon, ils doivent aussi gérer le versioning si vous attaquez d'autres hosts. Et donc, oui, c'est monolithique, par contre, c'est monolithique et robuste, donc il y a déjà cette complexité qui s'ajoute à côté, c'est pas mal non plus d'avoir une plateforme vraiment robuste au milieu. Donc, après, bah, c'est sujet à débat, mais c'est la grosse actualité en ce moment. Je l'ai mentionné parce que c'est intéressant. Puis après, il y a beaucoup d'outils, notamment bah, là, on a vu quand j'ai lancé les conteneurs, j'ai lancé les 4 à la main avec les bons arguments, ainsi de suite. C'est pas mal, mais c'est sujet à erreur aussi. Alors, ça se met dans un shell. Et puis, quand je fais un config et j'ai juste un shell, je lance le shell, il lance les 4 conteneurs. Il y a des outils, notamment bah, le seul que je mentionne là, mais c'est pas le seul, Fig, qui est fait par Docker d'ailleurs. Grosso modo, il parse des configs YAML. Il me semble que c'est du vrai YAML, en tout cas, ça ressemble fort à du YAML. Qui dit bah tiens j'ai tel conteneur, est-ce qu'il est poulet ou est-ce qu'il est un build, qu'est-ce qu'il expose, c'est quoi ses dépendances. Donc un peu tous mes arguments de ligne de commande, là, c'est un fichier qui est versionné, donc c'est plus clean qu'un shell quand même. Et puis donc bah, si vous lui demandez de lancer votre instance, vous faites juste un fig up avec votre fichier YAML, et puis poup, il vous pop tous les conteneurs. C'est encore plus magique. Sauf que bah, ça fait une dépense à installer en plus de Docker. Ça en reste une seule, mais on ouvre la porte. Euh, donc plein de ressources, bah, notamment Kubernetes de Google, qui vaut vraiment le coup d'être vu. Qu'on l'utilise ou pas, la approche, ça fait quand même assez longtemps qu'ils font du hosting et du conteneur, donc ils ont le temps de tester. Puis c'est tout. Je sais pas s'il y a des questions ou. Je sais pas s'il y a des questions ou.